Cette semaine, entretien avec un guerrier, on a reçu un grand maître de l'aïkido international en la personne de Monsieur Léo Tamaki. On est vraiment comme encore fébrile. Ça a été un super gros podcast et un super gros blitz quiz. By the way, clin d'œil à nos abonnés Patreon qu'on aime d'amour. Dans le fond, durant l'entrevue avec Léo, on a parlé de son parcours, sa démarche qui a mené à la naissance du courant Kishinkai, la naissance de son magazine Yashima, aussi de sa vision des arts martiaux, lui qui est né d'un père japonais et qui a grandi en Europe, en France, et qui a comme le cul entre deux chaises, comme dit l'expression, et qui a donc une vision vraiment intéressante sur l'évolution des arts martiaux et sur l'enseignement des arts martiaux. Puis en plus, on a envoyé quelques pointes à certains YouTubers qui créent du contenu négatif. C'est pas le genre de la maison, mais une fois n'est pas coutume, nous, de façon générale, sur le podcast, on opte pour une approche positive des arts martiaux, mais des fois, un bon coup de gueule, ça fait pas de tort. Et pour ceux qui veulent nous encourager, likez, commentez et partagez ce qu'on fait sur tous les réseaux, gang, s'il vous plaît. Sur Facebook, on lâche des pouces bleus, on partage. C'est de même que vos amis vont arriver au lien YouTube. Donc, partagez, s'il vous plaît. C'est le meilleur moyen de faire connaître les arts martiaux et le podcast. Parce que le but du podcast, c'est d'amener des maîtres. Donc, on fait tout le monde. Tu sais, éventuellement, c'est aussi, il y a pas eu mon prof. On va l'avoir. C'est que on en fait un par semaine, mais on est ouvert à avoir beaucoup de gens. Puis c'est notre objectif. Donc, si c'est ce que vous voulez faire, puis vous aimez ce qu'on fait, encouragez-nous, partagez, likez, commentez, puis ça va vraiment aider à ce que la page grossisse. Et si vous adorez ce qu'on fait, puis vous voulez du contenu exclusif, comme disait Manu, les Blitz Quiz qui sont un petit 10-15 minutes avec les invités de plus à chaque invité depuis la saison 2, abonnez-vous. Patreon, il y a plusieurs niveaux à 1, 2, 3, 5 $. Si vous voulez juste nous encourager, vous pouvez prendre des niveaux plus bas que ça vous donne pas d'avantage nécessairement. Sinon, à partir de 3 et 5 $, vous avez les épisodes en avance, ça soit audio ou visuel. C'est pour ça la différence de prix. Puis ça vaut la peine. Et bon podcast. L'épisode de cette semaine est une présentation de Midi Santé. Midi Santé est une entreprise existant depuis 1996 spécialisée dans la confection et la livraison de repas santé destinés aux enfants en service de garde, en garderie et en milieu familial. Chacun des repas est conçu frais chaque jour avec des ingrédients de première qualité et c'est ce qui fait leur renommée. Pour plus d'informations, c'est le 1-877-240-4866. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive, les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know, but we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. Cette semaine, en entretien avec un guerrier, on reçoit une référence de son art, de son style, en la personne de Monsieur Léo Tamaki, en direct de Paris. Bonsoir, Monsieur Tamaki. Bonsoir, Manuel, Jérémy, salut. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Malgré les conflits d'horaires, on a réussi à s'arranger, puis je suis super content. On est vraiment honoré de vous recevoir. Déjà, on sait que vous m'aviez dit que vous en avez écouté déjà, vous connaissez un peu la formule, donc on veut repartir du début. À quel moment les arts martiaux sont arrivés dans votre vie, puis ça a commencé avec qui, où? Expliquez-nous ça un peu. Donc j'ai commencé les arts martiaux quand j'avais 5 ans et demi, 6 ans, par le judo. Alors, il semble qu'à cette époque, j'étais plus tenté par la danse classique, mais ma mère, avec beaucoup de discernement, pensait que ce serait bien que je fasse quelque chose de la culture de mon père, qui est japonais, et donc m'a envoyé faire du judo. 6 ans, judo, avec un élève direct de... Je me souviens plus de son nom, je me souviens très très bien du personnage, mais un élève direct de Maître Kawaishi, qui a amené le judo en France. En France, ok. Qui avait un dojo, qui était kinésithérapeute dans le 18e arrondissement, et qui avait son cabinet au rez-de-chaussée et une salle de musculation, et qui avait et un dojo et puis les vestiaires au sous-sol. Enfin, c'était. Oh wow! Fait que c'est un homme d'affaires qui mettait tout ensemble par lui-même.
Ouais, c'est des choses qui ont disparu et puis qui Mhm. reviennent un petit peu maintenant. C'est-à-dire qu'on a, Mhm. on a quelques studios comme ça où il y a des gars qui font une prise en charge un peu globale, holistique. Mais ça avait, après ça, donc ça c'était dans les années 70, donc c'était assez précurseur. Puis Ben après oui. années 80, machin, tout était super spécialisé. Et Mhm. voilà. Et il m'a laissé une très bonne image de ce qu'est l'art martial, quelqu'un de digne, qui était costaud, avec une moustache blanche de bonhomme. Voilà. Les policiers des années 70, là. Ouais, ouais. Ah, super. Puis après ça, comment vous en êtes venu vers l'aïkido? Mhm. Comment ça s'est Alors, passé? donc j'ai passé de très bonnes années chez ce professeur. Et après, on a déménagé. On m'a mis dans un autre club avec des jeunes gars qui étaient très sympathiques, mais qui étaient plus orientés compétition, un peu sport, jeu, beaucoup de jeux. Alors qu'avec le premier prof, il n'y avait jamais de jeu. C'était du judo. Donc ça m'a moins accroché. Et puis il y a eu Bruce Lee, Jackie Chan, etc. dont j'ai commencé à voir les films. Donc j'ai demandé à mes parents de m'inscrire au Kung Fu. Donc là, ce qu'on appelait Wushu, mais enfin, c'est générique, mais c'était le style moderne qui était utilisé en compétition, etc. Et de là, après, je suis passé à un style un peu plus traditionnel, Shaolin Chuan, un style du Nord. Et ensuite, je suis passé par le karaté, enfin la self-défense, le karaté, un petit peu de full contact. Et finalement, l'aïkido. Ça a été l'aïkido à 21 ans. À 21 ans. OK. Puis là, à partir du moment que vous êtes rentré plus dans la culture de l'aïkido, vous avez avancé là-dedans combien de temps avant de vous dire je vais développer ma propre école ou ma propre ouais, c'est ça, parce que c'est un gros parcours là. Comment c'est arrivé tout ça? Euh, Bon, alors d'abord je voulais faire l'aïkido. J'avais une très mauvaise opinion de l'aïkido Mhm. et je voulais en faire comme un à côté du karaté que je faisais chez un gars qui s'appelait Jean-Pierre Vigneault, qui avait un karaté très rustique que j'aimais beaucoup. Et donc j'ai rencontré au bout de la première semaine Maître Tamura, qui était un élève direct de Maître Ueshiba. Et moi j'ai pris une claque, vraiment une gifle de réalisme quoi. Et je me suis dit, bon, il y a autre chose. Et ça, en 3 mois, j'ai tout laissé tomber pour me lancer à fond dans l'aïkido. 2 ans plus tard, je suis parti m'installer au Japon. Ça, donc j'ai commencé l'aïkido en 95, je suis arrivé au Japon en 98. Je suis revenu en France en 2001. Je suis reparti au Japon entre 2007 et 2010. Et Metamora est mort en 2010, quoi. Enfin, moi, je suis revenu fin 2009, septembre 2009, je crois, un truc comme ça. Et il est mort en juillet 2010. À partir de là, bon, alors déjà quand je suis arrivé au Japon, j'ai pu me rendre compte. Moi, je suis allé là-bas. Alors en 98, il n'y a pas Internet, il n'y a pas, enfin, il y a les balbutiements, mais il n'y a pas Internet pour les gens du commun. Et donc je vais au Hombu Dojo de l'Aikikai, le centre mondial, etc. pour voir. Et je vois plein de choses, d'autres façons de faire l'aïkido. Et donc ça m'ouvre l'esprit. Je me dis ok, il y a quand même plein de façons de faire différentes. Mais j'avais été vraiment marqué par ce que lui faisait. J'avais vraiment le goût de sa pratique. Et quand il est mort, bon déjà quand il est mort, j'avais déjà 24, 34, ouais 34 ans, non 36 ans. J'avais 36 ans et voilà, j'étais déjà quatrième dan. Il y avait personne qui avait un aïkido aussi incisif, qui me semblait moi aussi martial. Je trouvais pas de raison de continuer à suivre quelqu'un d'autre. Après, le fait que comment dire, ça soit structuré, ça c'est un petit peu des problèmes. Il y a eu des problèmes de personnes à sa mort, etc. Il y a eu des choix techniques, administratifs qui font que je me suis séparé. Et voilà, il y a eu une évolution personnelle, c'est-à-dire que notamment pour moi, l'aspect martial de l'aïkido est très important. C'est-à-dire que comme je dis souvent, le but c'est pas de tendre le bras de quelqu'un, mais c'est la première marche. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est dépasser ses peurs. La première peur, c'est son intégrité physique. Si on fait pas quelque chose qui marche, je veux dire,
c'est de la comédie. On fait c'est de la fausse harmonisation. Donc c'est comme si on faisait un débat mais de connivence où chacun connaît les arguments de l'autre pour se mettre d'accord à la fin. En réalité, il y a pas d'échange, il y a pas de réel ou du surf où soit l'eau serait arrêtée, soit on saurait exactement où elle va arriver. Donc il y a pas on développe rien qui soit intéressant. Donc le fait que je mette cette martialité en avant, fait que je me suis retrouvé un petit peu tout seul. Je cherchais chez des experts et il y avait des gens que j'estimais beaucoup, hein, comme Maître Yamada, qui était un très grand ami de Maître Tamois, Maître Yamada qui est à New York. Mais lui, il le dit, enfin, hormis, il a lui-même une capacité martiale sérieuse, vraiment réelle. Il l'a utilisé à plusieurs occasions. Mais il le fait pratiquer, et il le dit, comme une activité physique, un sport, et lui, il laisse la martialité de côté. Il dit, c'est un peu comme du fitness, quoi. Et ça m'intéressait pas, et donc j'ai dû chercher, parce que l'aïkido a été connu parce qu'il était très efficace, il était respecté des autres disciplines, il y avait plein d'experts d'autres disciplines qui venaient soit échanger avec Maître Ueshiba, soit étudier l'aïkido. Et puis ça s'est complètement perdu. Je veux dire, dans les années 2000-2010, il n'y avait plus aucun artiste martial sérieux qui venait à l'aïkido, quoi. Il y avait des gens qui se reconvertissaient quand ils étaient abîmés parce qu'ils se disaient bon, voilà, c'est plus doux, c'est plus ceci, cela. Ça ne serait venu à personne l'idée de se reconvertir dans l'aïkido à l'époque de Maître Ueshiba, quand on appelait son dojo le dojo de l'enfer. Et donc voilà, j'ai voulu revenir vers ça. Et il fallait d'un côté identifier les stratégies techniques, les principes d'utilisation du corps, et puis les mettre au goût du jour, parce que les gens, encore une fois, évoluent, donc ils ne bougent plus et ils se battent plus exactement de la même façon. À l'époque de Maître Ueshiba, il n'y avait pas de low kick, il n'y avait pas tellement d'utilisation des coudes, il y avait des façons assez stéréotypées, et donc c'était comment identifier les principes qui le rendaient efficace à son époque, et les utiliser maintenant face à des attaques qui sont plus courtes, plus machin, etc. On fait la même chose, donc on réinvente pas la roue, hein, mais on fait la même chose, mais il faut quand même l'adapter. C'est comme au tennis. Voilà. Les gens ils jouent comme René Lacoste, hein, il y a le service, le coup droit et le revers. N'empêche que le coup droit d'un gars qui joue en 1930 ou d'un mec qui joue en 2020, c'est pas le même. C'est les mêmes principes, mais c'est un petit peu affiné, mis au goût du jour. Si ces gars étaient transportés à notre époque, j'ai aucun doute qu'ils s'adapteraient tout de suite. Mais avant ça, ils auraient, comme on dit, une petite claque de réalité, quoi. Ouais. Ouais, c'est sûr. Mais c'est intéressant que vous parliez de martialité parce que, tu sais, avec les différents intervenants qu'on a parlé d'aïkido, puis quand on cherche un peu dans la sphère médiatique, effectivement, l'aïkido a comme une mauvaise réputation dans les dernières années. Puis pourtant, quand je vois des intervenants comme vous, puis comme d'autres gens qu'on a parlé de Yosekan Budo, qui parlent beaucoup de martialité dans leur pratique, ben j'ai du mal à concevoir comment on en est arrivé au point où cet art martial-là a une mauvaise réputation comme ça, alors qu'il y a plein de pratiquants qui sont sérieux dans leur pratique. Sincèrement, il y a quelques personnes, disons que celles qui sont sérieuses, je dirais celles qui sont sérieuses arrivent un petit peu à sortir du lot. Mais il y en a beaucoup qui sont passés à côté. Alors il y a l'image de Maître Ueshiba, elle est tellement forte, elle a tellement impacté les arts martiaux, mais tous, pas que l'aïkido. Comme je dis, le Maître Ueshiba, c'est l'archétype du maître. Le vieillard barbe blanche qui maîtrise des jeunes, qui est tout petit, Yoda, tout ça, c'est lui. Et donc il a été tellement marquant que les gens se sont focalisés sur lui. Pour beaucoup, ça a excusé le fait que c'est-à-dire ils n'avaient pas besoin de prouver, c'était toujours l'aïkido, c'est extraordinaire parce que Ueshiba faisait ceci ou cela. Ils n'avaient pas eux-mêmes à prouver, c'était mon papa est le plus fort, donc non, quelque part il faut être capable de le prouver soi-même. Et ça, il y a peu de gens aujourd'hui qui ont cette volonté, cette capacité. Je veux dire, il y avait Christian Tissier, évidemment, il y avait tous les experts, les élèves de Maître Ueshiba qui sont partis à l'étranger, donc Yamada, Chiba, Tamois, etc., qui avaient une capacité martiale. Mais les suivants se reposaient tout le temps sur le fondateur. Dieu le Père, quoi. Ouais. C'est pas parce que ton fondateur est bon
que toi t'es bon. Il faut que le style continue d'être bon parce que sinon, c'est là que. Puis je pense que l'arrivée d'Internet a peut-être pas aidé parce que s'il y en avait qui étaient moyens, mais là ça se fait filmer. Puis qu'est-ce que le monde aime? Bâcher, ramasser. Hey, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Fait que je pense que non, mais c'est vrai. Tu sais, ça suffit qu'une personne puis là ça décrédibilise le style pour du beaucoup. mouvement, Tu sais. ouais. C'est ça, tu sais, ça veut pas dire, mais ça veut dire qu'il y en a un qui fait un fureur sur Internet, puis là, mais non, lui, tu sais, c'est ça. Mais tu sais, dans tous les styles, il y en a des moyens, là, tu sais. Comment il s'appelle? Il y a le gars qui a fait son truc martial art journée. Là, Ouais, exact. C'est lui beaucoup que j'ai en tête, là. J'ai quitté pourquoi j'ai quitté l'aïkido, là? Exact. Oui, en fait, l'humain est comme ça, c'est-à-dire que si la première fois que je vais manger des tacos, je vais dans un truc dégueulasse, c'est sûr que mon image, ça va être que les tacos, c'est dégueulasse, ou je mange des mauvais sushis. On va voir un mauvais prof d'aïkido, on se dit, bon, l'aïkido, c'est de la merde. En réalité, c'est cette personne-là. Exactement. Quelque part, ce gars-là, enfin, pour moi, il a beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que quelqu'un m'a envoyé, là, il y a 2 ou 3 semaines, son passage de grade de 3e dan, et c'était en musique, il était tout seul en train de faire une sorte de danse moderne ou un truc comme ça, c'était juste... Il n'y a pas de problème pour des gens qui ont envie de faire ce genre de truc, mais le fait qu'il ait cru que cette forme d'aïkido-là, cette direction-là, qui est clairement artistique, qui n'a aucune visée martiale, pouvait faire face à un autre, il y avait déjà chez lui une incompréhension totale de ce qu'il était en train de faire. Et puis après, donc son et en tirer des conclusions que l'aïkido ne marche pas parce que lui, il est pas capable de le faire marcher. Non, mon ami, c'est comme si je prenais un gars qui avait fait 6 mois de CrossFit ou 6 mois de bodybuilding et je disais non, nul. Non, il faut prendre une référence. Et lui, il était clairement pas une référence. Il s'est médiatisé. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup réfléchi et qui se sont dit bah oui, c'est vrai, c'est nul. Lui, il est tant de dan, mais il est tant de dan dans une école où la martialité est volontairement mise de côté. Il n'y a pas de problème. On peut avoir c'est comme si quelqu'un qui faisait du tai chi de santé et puis se mettait à faire un combat. Non, je veux dire, il y a du tai chi martial, puis il y a du tai chi santé. Il y a du tai chi folklorique, chacun sa branche, mais tout est mélangé. Comme je dis, aujourd'hui, on a aussi, il y a les extreme martial arts qu'on voit. Donc, moi, je dis, ce qu'ils font là, ces gars-là, c'est extraordinaire, mais il y a une différence après quand s'ils devaient faire autre chose, s'ils n'ont pas un autre bagage, s'ils ont fait que ça. Admettons qu'un gars n'ait fait vraiment que ça, il n'aura pas d'autres capacités. Alors, par chance, souvent, ces gars, ils ont fait autre chose. Mais en Aikido, on a des gens qui font l'équivalent de l'extreme martial art, mais qui n'ont jamais fait que ça. Vraiment que ça. Il y a un gars qui s'appelle Shirakawa qui est très bon, qui bouge très bien, mais martialement zéro, nul, qui se fait bloquer en stage, etc., qui est un peu choqué. Il faudrait avoir des noms spécifiques pour dire voilà, ça c'est de l'aïkido de musée folklorique. On essaye de perpétuer ce qui était fait en 1930 au poil près, au centimètre près, ok, ça c'est de l'aïkido de musée. Il y a de l'aïkido artistique, ok, c'est de l'aïkido artistique. Et puis il y a l'aïkido où on veut garder un aspect martial. Voilà, tout le monde, chacun pourrait choisir et ça serait un petit peu plus clair et on ne tirerait pas de conclusion erronée, je pense. Ben, la comparaison que vous faites est super bonne. Je trouve qu'il y a quelque chose un peu de notre époque là-dedans. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont aller au restaurant, par exemple, puis ils vont avoir une mauvaise expérience avec le serveur ce soir-là. Puis là, ils vont partir une campagne de salissage du restaurant qui peut même mener jusqu'à la fermeture complète du restaurant parce que la réputation s'écroule à partir d'une seule mauvaise expérience. Peut-être que le serveur, ce soir-là, venait d'apprendre que sa femme le quittait. Et effectivement, il a été odieux. Puis là, à cause de ça, tu détruis l'emploi de plein de personnes parce que tu as eu une mauvaise expérience. Donc, c'est comme si, dans les arts martiaux, c'est le même principe, tu sais. Puis, il est pas le seul à faire ça, à faire, pourquoi tel style ne fonctionne pas? J'ai quitté tel style. C'est vraiment, un piège à clic, là, du clickbait, parce que... Mais oui, mais c'est parce que le négatif attire plus que le positif. Check, nous, ce qu'on fait, c'est méchant, c'est nous, là. Nous, ce qu'on fait, c'est des gens qui sont dans leurs arts, puis ça pogne moins que le monde qui bâche les autres, parce que le monde aime ça, le négatif. Lui, c'est un... Tu sais, c'est comme... C'est poche, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, et puis ça fait une sorte de porte-voix aujourd'hui Internet qui fait que, comme tu disais, il y a des conséquences qui sont très importantes, très rapides. Ouais, absolument. Je veux dire,
son expérience, il y a 15 ans, voilà, personne n'en aurait entendu parler. Je veux dire, le mec, il aurait écrit sur un petit forum qui était parcouru par quelques fans spécifiques d'aïkido ou d'arts martiaux, et puis voilà, ça serait absolument pas aller plus loin. Voilà, Mais le négatif arrive. Mais c'est ça, donc l'importance du professeur, des fois, c'est sous-estimé parce que moi, mettons, on va dire, je suis grand, je suis quelqu'un de souple, puis là, j'arrive dans un style qui est moins bien fait pour moi, mais que le professeur me correspond super bien, ben, je vais rester là, même si c'est pas un style que j'ai un peu de difficulté, il faut que je m'adapte, mais je vais rester là, versus que, tu sais, ça peut être, je suis grand, flexible, j'arrive dans un style qui est plus pour moi, mais le professeur, ça marche pas, ben, je vais m'en aller, tu sais, fait que, des fois, le monde sous-estime l'importance de trouver un bon professeur aussi, puis qui va pouvoir t'amener loin après, là, tu sais. Oui, ça c'est vraiment compliqué. Ça c'est vraiment le conseil qui est le plus important, je pense, c'est de prendre le temps d'identifier ce qu'on veut faire et puis et les professeurs. J'ai des gens qui m'écrivent très régulièrement et c'est vraiment le conseil que je leur donne. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez et puis allez visiter les gens, quoi. Ayez pas peur d'essayer, inscrivez-vous pas un an, là, tu sais, comme, essayez, allez voir. C'est pas méchant avant. Tu sais, une fois que t'es dans une association, oui, il faut rester loyal, puis tout, dans les arts martiaux, c'est mieux vu. Jusqu'à un certain point, après ça, tu peux aller voir les autres. Mais tu sais, comme, pour trouver, essayez, gang, tu sais. Ouais, absolument. Ben revenons à un style qui est, ma foi, respecté parce que il fait des petits. Le Kishinkai, c'est né comment ça? L'idée d'avoir votre propre vision qui peut évoluer puis grandir. Bah, en fait, je pense que chaque professeur a ça quelque part. Il s'avère juste que chez moi, ça s'est formalisé parce que j'avais quitté une organisation dont je faisais partie et que les gens qui étaient autour de moi avaient besoin d'avoir un passeport, une assurance, un machin, etc. Donc j'ai mis en place ça, on a mis le nom, mais il y a beaucoup de gens qui ont développé un système, une vision qui leur est propre, et qui sont pas aussi connus juste parce qu'ils sont restés dans une grosse organisation. Voilà, donc alors nous, les caractéristiques, encore une fois, c'est le type la situation martiale, le cadre martial qu'on utilise. Donc considérer que c'est un combat de survie, ce n'est pas un combat rituel et qu'on est en infériorité, soit physique, soit en nombre, soit les armes, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui fonctionnent comme en termes d'utilisation du corps, par exemple, travailler la stabilité, l'ancrage et puis la connexion du corps, c'est quelque chose de très très classique. Mais parce que aujourd'hui le combat rituel est ce qui est 99,99% de à quoi quelqu'un risque de se retrouver confronté. Mais si on regarde par exemple quelqu'un qui fait de l'escrime ou quelqu'un qui fait du kendo ou quoi que ce soit, il n'y a aucune recherche de stabilité, il n'y a aucune recherche de connexion, il n'y a aucune recherche d'ancrage. À partir du moment où il y a d'une part une arme et de l'autre on va aller frapper des cibles fragiles pour les détruire, il n'y a jamais de que se passe-t-il si le gars il résiste. S'il résiste à un endroit, tu passes à un autre. Or, quand on est en boxe, quand on est en machin, etc., il y a des moments où il va résister parce qu'il est dans les cordes, parce qu'il est machin, il faut surmonter quelque chose. Quand tout est permis et qu'il y a une résistance quelque part, on a toujours une autre possibilité. Or, dans un combat sportif, il y a des moments où, en servant des règles, on va se retrouver à un point de blocage où il va être intéressant de surmonter avec la force ou quoi que ce soit. Donc un des points chez nous, c'est qu'on ne travaille jamais à surmonter une résistance. Or, c'est un travail qui est très très fréquent en Aikido. Typiquement, un gars va venir et puis vous saisir à deux mains, boum, et s'ancrer. Alors bon, déjà martialement, ça n'a vraiment pas de sens. Et puis la réponse, si j'avais la chance qu'un gars m'agresse en venant saisir là, j'irais frapper une partie de son corps qui est découverte. Mais non, en général, c'est le point qui a été saisi, et hop, on va utiliser des leviers, etc. Alors, on apprend des choses qui sont intéressantes, soit, mais quand ça, c'est la base de l'entraînement, on donne comme réflexe de surmonter une résistance. Et dès qu'il va y avoir une attaque quelque part, hop, on essaie de surmonter cette résistance. Donc, chez nous, ça, c'est vraiment absolument pas une base. La base est de ne jamais, jamais s'opposer. Et donc, d'avoir simultanément accompagné l'attaque, donc que ce soit une saisie ou que ce soit une frappe, et simultanément au fait qu'on est en train de l'accompagner, de donner la contre-attaque simultanément. Alors, encore une fois, nous,
je retrouve les principes de ce qu'on fait ailleurs. Par exemple, le fait de dire l'arme avant le corps. Si on est dans une sorte de combat rituel, si je veux donner plus de puissance, je vais pouvoir à un moment engager le corps et puis après la frappe va partir, quelque part. Parce que le gars il est dans les corps, parce que machin, etc. Donc c'est moins grave qu'il voit le truc partir. Mais en escrime, on fera jamais ça. En escrime, on voit bien que c'est toujours l'arme qui va partir avant le corps. Donc il y a plein d'écrits en Orient et en Occident qui expliquent ces principes-là. Le fait d'accompagner en même temps qu'on rentre. Par exemple, comment il s'appelle, Richard Douilleb du Krav Maga, c'est exactement ce qu'il préconise aussi. Ça veut pas dire que c'est facile, ça veut pas dire que c'est évident, etc. Mais voilà, on utilise des stratégies qui existent ailleurs. De toute façon, on n'a rien Ça prend beaucoup d'expérience, de coordination pour gager et de pratique. Oui, c'est clairement. Alors, voilà, nous, le style Kishinkai, c'est un style assez sophistiqué et on peut faire des choix qui sont plus rapides. Si on me disait, voilà, t'as 3 mois pour former des gars qui vont aller au front ou qui vont devenir même vigiles de supermarché, je ferais pas ce que je fais. Je sais très bien sur quoi je baserai les choses. Je ferai des choses qui sont plus simples. Là, disons que dans le passé, ce sont des principes et une façon de faire qui auraient pu être appliqués à des guerriers professionnels, et que là, les gens que j'entraîne ne sont pas des guerriers professionnels et viennent 2 fois par semaine en gros cours, mais leur chance d'être dans une altercation est extrêmement faible. Donc on se permet ce luxe de travailler quelque chose de sophistiqué finalement, puisque voilà. Plus complexe, Exact. ouais. Puis là, maintenant, vous habitez quoi? Vous voyagez entre la France et entre le Japon? C'est comment ça se passe? Parce que je vous vois beaucoup En temps faire des normal, séminaires un peu partout. Là. Ouais, en temps normal, je voyage 220 jours par an. Donc je prends Ok. l'avion 80 fois par an. Wow. Je vais sur tous les continents, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie, Afrique, Océanie, voilà. Donc et je vais au Japon en gros, allez, 3-4 semaines par an. OK. Mais quand je vais alors aujourd'hui par exemple, je m'occupe du magazine Yashima avec Xavier Duval, Alexandre Zégorzier, etc., etc. Et dedans, moi, je fais le grand entretien. Et il y a des gens qui me demandent, Léo, pourquoi tu fais ça? Bon, tu connais. Je dis oui, oui. Ce qui est important pour moi, ça fait des années que j'ai pas découvert de nouvelles façons de bouger ou de nouvelles stratégies. Donc je vois des choses qui m'intéressent, qui m'impressionnent, etc. Mais en termes de nouveautés, non, je n'avais pas vu. Je veux dire, je suis dans le monde des arts martiaux depuis plus de 40 ans et puis professionnel depuis plus de 20 ans, oui. Donc et surtout, et en plus, je bossais pour des magazines depuis aussi presque 20 ans. Donc non, ça n'arrive plus. Mais par contre, ça me donne à chaque fois une inspiration vraiment forte. C'est-à-dire que alors, les gars que j'interviewe, je les choisis. Donc on nous impose personne. Et parmi les gens que je connais et dont je respecte le parcours, à chaque fois je leur demande est-ce que je peux venir vous voir, etc. Et donc je vais passer une journée avec eux, ainsi de suite. Et à chaque fois je repars vraiment boosté, motivé, inspiré. Le dernier en date, donc c'était Maître Shimabukuro, qui a 78 ou 79 ans, qui est 9e dan de Wotiryu. Avant, donc j'ai eu Richard Douilleb, avant Christian Tissier, ainsi de suite, etc. Quand on passe du temps avec ces gens, bon, c'est pas, ils vont pas me dire voilà, quand tu veux tendre le bras d'un gars, tu mets ton petit doigt là, ou quand tu veux me faire plus de dégâts avec des coups de poing. Enfin, mais c'est de voir qu'on peut s'investir toute sa vie dans quelque chose, en l'occurrence la pratique martiale, y prendre toujours autant de plaisir, y découvrir toujours autant de choses à travailler, à rechercher. Et donc quand je vais au Japon, c'est pareil. Aujourd'hui, les experts que je suis, ça fait des années que j'ai pas découvert quelque chose de nouveau. Par contre, ils sont arrivés à un niveau qui fait que travailler avec eux me rafraîchit les sensations, me remotive, et surtout à chaque fois j'amène 15 à 20 élèves avec moi. Et donc pendant 2 à 3 semaines, on va aller voir des experts de karaté, de kendo, de yaido, d'aïkido, etc., de différentes écoles. Et c'est très important pour moi que les gens comprennent que il n'y a pas une façon de faire qui est meilleure que les autres. Donc il faut être capable de justifier, et c'est toujours des choix. Et donc on va voir quelqu'un le premier jour, et ah lui il est extraordinaire, extraordinaire. Donc ça c'est la meilleure façon de faire. Et puis ils sont prêts à s'engager pour devenir disciple à vie avec ce gars-là. Puis le lendemain on va en voir un autre.
ah non, lui, il est extraordinaire, extraordinaire. Et donc, mon objectif, c'est ça, c'est que avec le temps, j'ai pu sélectionner des gens qui, chacun dans leur domaine et parfois dans la même discipline, vont présenter des façons de faire différentes, qui fonctionnent tout autant, qui sont tout autant inspirantes. Ça ouvre l'esprit. Et après, on n'est plus là à dire mon prof, ma discipline, mon machin, etc. On prend du recul, voilà, et tout le monde repart rafraîchi, motivé, inspiré. Mais, non, mais ça s'appelle le grand entretien. Ouais. Oui, alors, Nous, on fait entretien avec un guerrier. Parce que vous en parlez, puis je feel un peu comme nous. Tu sais, nous, on vous fait aujourd'hui. Ouais. OK. Tu sais, nous, puis moi aussi, je me sens comme ça quand on finit un podcast, puis qu'on parle avec des gens élevés, puis là, tu sais, on finit ça, je suis super motivé, puis tout. Donc, c'est juste que je relatais à ce que vous disiez, puis je trouve ça très fun. Ouais, ça nourrit de discuter avec d'autres, ouais. Oui, c'est super inspirant. Franchement, moi, je prends beaucoup de plaisir. Alors après, peut-être c'est que franchement, je passe au minimum 3-4 heures avec eux, mais parfois la journée entière. Et je me retrouve après avec ça à traduire, et je me retrouve parfois avec 50 à 60 pages de text Word. Wow. Et donc, il faut couper pour qu'il en reste 10-12 pour le magazine. Plus je prends de plaisir sur le moment, plus c'est après, dur il y a de boulot. C'est ça. C'est toujours un plaisir, et le retour qu'on a, c'est vraiment important, je pense. Ouais, ben c'est bien. Ben dans le fond, je vous écoutais parler du fait de se nourrir de différentes sources. Puis dans le fond, peut-être le secret, c'est d'être capable d'avoir l'ouverture d'esprit, d'aller chercher ailleurs ce qui peut alimenter sa pratique de base, peut-être, plutôt que de faire plutôt que de butiner, t'es mieux de juste apprendre puis revenir à ton, tu sais, être loyal envers ton style, mais avoir l'esprit ouvert à toutes les connaissances, tu sais. Ouais. En même temps, alors, c'est ça. Comment vous voyez ça? Je pense cette idée de loyauté, de fidélisation, etc. Il y a le respect, mais loyauté, fidélisation, souvent c'est une façon pour les profs de créer une source de revenus régulière. Donc, à la base, la même chose qu'on vous dit, ça va prendre 20 ans, ça va prendre 30 ans, ou tu dois rester avec ton maître jusqu'à la fin de sa vie, etc. Non, c'est-à-dire que s'il a le moindre problème, il peut compter sur moi à n'importe quel instant, il peut m'appeler à 3 heures du matin, je serai là, il a un souci financier, je serai là, ou il a une fuite d'eau, je serai là. Maintenant, c'est un savoir-faire qui nous est transmis. Il est important de le transmettre extrêmement rapidement, le plus rapidement possible. Moi, j'ai l'exemple de plein d'élèves. Quand les gens viennent chez moi, quelqu'un qui est vraiment passionné, motivé, j'ai beaucoup de gens qui viennent, qui déménagent à Paris pour venir s'entraîner avec moi pendant une période et puis qui repartent après. Alexandre Gorzik, etc. par exemple. Je leur dis, moi, 4 ans, à fond, c'est bon. Donc après, ils repartent, ils sont 3-4e dan, ils ont les outils pour devenir professionnels. Bien sûr qu'ils ont encore une marge de progression énorme, mais ils auront tous les outils. Comme on dit, les Navy Seals, je crois que c'est 9 mois d'entraînement. Bref, on a une moyenne en gros à travers les époques que pour former un guerrier, en gros c'est 4 ans. Oui, mais ce que je voulais dire par là, c'était la loyauté envers mon style. Mettons, moi, je fais du Kenpo, mais tu sais, après 4 ans, je suis pas un expert en Kenpo, là. Ça va me prendre encore toute ma vie, être meilleur là-dedans, dans ce style-là. Puis si t'essayes de faire du Kenpo, du Kyokushin, du Aikido, ben là, moins tu mets de temps dans un, ben là, tu peux pas en mettre dans l'autre, tu sais. C'est ça, de garder l'esprit à ce que tout le monde a à dire, mais toi, pratique ton art, parce que si tu essaies d'en faire 3-4, ben tu dilues la qualité de tes 3-4 arts versus si t'en fais seulement un, puis là tu prends les conseils des autres, ben là tu peux améliorer cet art-là, tu sais. Ça c'est sûr. En général, ce qui se passait pour un samouraï par exemple, c'est qu'il faisait une école. Donc il semble qu'à l'époque Edo, c'était à peu près 4 ans et demi pour atteindre le niveau Menkyo Kaiden. Et c'est pas un niveau de pratique, c'est qu'on a reçu l'enseignement complet, la transmission complète d'une école. Et après, il pouvait aller faire une autre école. En fait, il suivait pas 2 ou 3 écoles en même temps. Donc, en fait, la personne commence à faire une école, et puis après, si elle a envie de faire autre chose, elle va faire, comme aujourd'hui, par exemple, on peut avoir des cuisiniers qui vont étudier une cuisine, et puis après, qui peuvent aller étudier la même cuisine avec un autre chef, ou alors même étudier une autre cuisine, mais ils le font après, en fait, ils le font pas en même temps. Et ça, c'est vrai que, donc, au départ, moi, je conseille aux gens de regarder différentes disciplines avant de s'engager, d'aller voir plusieurs cours, etc., de réfléchir à ce qu'ils veulent, et une fois qu'ils ont choisi une discipline, de faire confiance aux profs, même s'ils comprennent pas, de garder un esprit critique, mais faire confiance pendant 2-3 ans, se mettre à fond dans le truc, et puis qu'on commence à voir premier, deuxième dan, et là, c'est le moment de, peut-être, si on ressent des manques ou de la curiosité vers quelque chose, aller là, et puis on a une vision un petit peu plus claire du truc.
Voilà. Mais pour moi, c'est vraiment important que et donc la relation avec les élèves, donc moi ma relation avec mes maîtres et la relation que j'ai avec mes élèves, c'est toujours celle, une relation familiale où on espère que euh, la- notre élève, comme un enfant, va être autonome. Moi je dis des enfants, je suis pas super vieux, j'ai 47 ans, donc la plupart de mes élèves ne pourraient pas être mes enfants. Mais bon, mais l'idée, c'est qu'on leur donne le maximum d'outils pour qu'ils soient autonomes rapidement, et que nous, même si on fait notre propre chemin, les enseignants qu'on a savent que on a le plus grand respect pour eux, on continue à aller les voir régulièrement, et que quoi que ce soit dont ils aient besoin, on est là pour leur prêter main forte, bah, comme dans une famille, quoi. À un moment, quand on est adulte, on habite chez soi. Si papa, maman ont un problème, on rapplique. S'ils n'ont pas de problème, on va quand même les voir régulièrement. Et puis même en les regardant, en plus, on apprend quand même encore des choses. Non, c'est clair. Ouais, c'est ça. Ouais, effectivement. Absolument. Puis j'avais une question aussi parce que vous avez mentionné que votre père était japonais. Puis là, ben vous êtes à fond dans les arts martiaux traditionnels. Vous avez vécu en France, vous avez grandi en France, donc vous êtes entre les deux cultures. C'est quoi votre perception on va dire de la continuité des arts martiaux, de la transmission des arts martiaux de l'Asie vers l'Occident? Est-ce que vous avez l'impression que la continuité est entre bonnes mains? Vous avez vu les deux facettes? Parce que des fois, on a le feedback de gens qui sont allés en Asie, que ce soit au Japon ou en Chine, puis des fois qui disent il y a comme il y a comme creux des fois, d'intérêt là, dans la il y a un jeunesse. creux d'intérêt dans la jeune génération. Est-ce que vous, qui êtes là-bas beaucoup ou qui avez été là-bas beaucoup, vous avez cette impression-là? Est-ce que vous avez l'impression que ça se continue bien ou qu'il y a effectivement certains arts qui commencent qu'il y a de moins en moins de pratiquants solides pour continuer la lignée, on va dire? Oui, oui, à tout niveau. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que, allez, on va exagérer un petit peu, mais on va dire que l'aïkido ou le karaté, ça intéresse un jeune japonais comme la lutte bretonne peut intéresser un français, quoi. Ouais. Ok. Euh, Ah ouais, ok. voilà, pour vous donner une image, au Japon, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois que des gars me posent des questions sur l'accordéon. Mais oui, Mhm. Ouais, ouais. mon père, quand il est arrivé en France, il m'a dit, les gens me demandaient des trucs sur le zen, sur machin et ça, il m'a dit, je connaissais rien. Ouais, ouais. J'ai dû regarder dans des livres ce que c'était. Ouais. Donc, c'est comme en France, je veux dire, l'escrime occidental ne fait rêver personne. Il y en a qui en font. Il y a un petit peu de passionnés, mais très très peu. Euh, c'est complètement désuet en nombre de personnes. Voilà, il y a pas beaucoup de gens. À part le kendo, ça reste quand même un truc assez important. Mais en quantité, il y a peu de pratiquants. Le niveau général est assez faible, particulièrement en aïkido. Alors, c'est pas spécialement le cas en judo. En karaté, ils étaient descendus, ils sont un petit peu remontés. Mais et en judo, comme il y a de la compétition, et c'est toujours resté voilà. Parce que la compétition en karaté, comme elle est tellement interstyle, il y a tellement de façons de faire gagner quand même son gars. Hein. Je veux dire que comme Oyama qui disait que tant qu'il était vivant, ça serait toujours un japonais qui serait champion. Voilà, bon, il y a. On sait que c'est faux aujourd'hui, hein. Oui, oui, Ouais. enfin, ça a été vrai pendant que lui était vivant. Ah ouais. Donc, voilà. Il y a toujours des façons un petit peu. Je veux dire, Mhm. en Chine, c'est pareil, avec les compétitions, il y a toujours une façon de fatiguer les mecs, de faire. Bon, et d'avoir des arbitrages un petit peu douteux. Mais en judo, c'était pas le cas. Donc, ils ont dû vraiment cravacher pour rester au niveau au Japon. Donc, il y a un bon niveau en judo. Mais donc, en aïkido, c'est vraiment très, très faible. Euh, les élèves d'avant-guerre, c'était une chose, et les élèves d'après-guerre qui ont été à une époque où la violence était complètement rejetée, etc. Non, donc pour moi, il y a celui qui veut faire de l'aïkido avec un vieux maître, il faut qu'il aille voir un des élèves de maître Ueshiba qui habite à l'étranger. C'est-à-dire, aux États-Unis, il y a maître Saotome, maître Yamada. En Allemagne, il y a maître Asai. Voilà, il y a une demi-douzaine de maîtres encore comme ça qui sont intéressants, et c'est ceux qui sont allés à l'étranger qui ont un niveau qui est nettement meilleur que ceux qui sont restés au Japon, clairement quoi. Mais après, euh, c'est pas grave pour moi. C'est-à-dire que
la pratique déjà, elle a évolué dans le temps. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut bien avoir conscience que même au Katori Shintoryu ou n'importe quelle école qui a des racines très anciennes, ce qu'ils font aujourd'hui n'a plus aucun rapport avec ce qui était fait il y a 200 ans et à l'époque de la création. Donc ça a évolué de toute façon dans la forme et dans le fond. Il y a qu'à voir aujourd'hui où la façon de penser. Vous avez quel âge, les gars? Moi, 24 ans. Ouais. Et toi? 38 ans. 38, Ouais. ok. Ouais. Puis Alors, t'as moins de recul, Jérémy, mais t'as dû quand même voir. Mais toi, Manuel, je pense que si tu réfléchis un peu à la mentalité des gens quand t'avais 12 ans et maintenant, tu vois, moi, si je reviens il y a 30 ans en arrière, c'est juste incroyable. Et même quand je regardais sur Netflix, là, ils ont remis des films avec Jean-Paul Belmondo, etc. Et comment dire, et moi, c'était mon héros de jeunesse, mais des trucs de machisme, de machin, ou des petites réflexions un petit peu ça passe plus, ça, là. xénophobes, etc. La façon dont ça a changé, les gens changent tellement vite. Alors, si on imagine comment c'était il y a 200 ans, bon, enfin, il est évident que la pratique, de toute façon, que le gars, il soit japonais ou pas, c'est-à-dire que le japonais d'aujourd'hui, il a autant de rapport avec le samouraï il y a 200 ans que toi ou moi, franchement. Donc, la pratique, elle évolue dans le temps. C'est normal. Pour survivre, pour rester pertinente, il faut qu'elle évolue. Et c'est celle qui n'évolue pas, justement. Puis d'un autre côté, que le style sort, puis qu'il y ait des maîtres, comme vous avez dit tantôt, presque une demi-douzaine à travers le monde, que le style sort ou qu'il reste, tu sais, je veux dire, qu'il y ait un creux, ben il va en avoir un pareil. Donc tant mieux s'il y a d'autres gens qui sortent puis qui exproprient le style puis que tu sais qui le font voyager. C'est ça exactement, tu sais, parce que de toute façon ça serait arrivé, tu sais. Donc tant mieux s'il y en a qui le sortent puis que ça peut faire des veines éventuellement. En fait, c'est toujours il y a les arts martiaux traditionnels, ça attire des gens qui ont soif de tradition, de vérité, qui sont parfois un peu réactionnaires et qui veulent que ça soit vraiment très cadré, et donc ils sont choqués quand ils voient des choses évoluer sans se rendre compte que leur propre maître souvent a amené des évolutions qui sont énormes. C'est-à-dire que Maître Tamois, si vous regardez une vidéo de lui, il est évident que sa pratique est très 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 différente de celle de Maître Ueshiba. Et on se retrouve avec des gens. Il y a un prof qui disait non, ce que tu fais n'est pas de l'aïkido, Maître Tamois n'a jamais fait ça. Oui, mais enfin, à ce titre-là, Maître Tamois faisait des choses que Maître Ueshiba n'avait jamais fait, donc c'est pas l'aïkido non plus. Enfin, on n'en sort plus. Il y a un intégrisme parfois dans les arts martiaux traditionnels japonais, une illusion d'avoir la vérité. Et puis un lien direct avec Dieu, quoi, le Aka, le fondateur de l'école, machin. C'est lourd. Ouais. Ben c'est là que c'est ça. Il faut quelqu'un qui a l'évolution puis le changement dans sa mentalité. C'est comme ça, ben. Tout en gardant ce qui était bon. Qu'est-ce que le pratiquant est capable de montrer, voilà. Bien sûr que savoir quel grade il est ou qui a été son maître, c'est intéressant. Mais c'est juste, ça fait juste partie, c'est un certain nombre d'éléments. Mais ça suffit absolument pas à ce qu'il ait une valeur, à justifier quoi que ce soit. Comme je disais, en termes de, par exemple, je prenais au début de la pandémie de Covid, j'ai donné des conseils pour se mettre à faire du conditionnement physique chez soi ou de la méditation ou ceci, cela. Et je disais, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Un, c'est est-ce que la personne peut montrer les résultats. Deux, est-ce qu'elle a suivi le cursus. Et trois, est-ce qu'elle est reconnue par ses pairs. Est-ce qu'il y a des professionnels qui viennent le voir. Donc je disais par exemple, Jeff Cavalier de Atlanix, il a les résultats, il a fait les études, il est suivi par des professionnels. Donc si on a ces trois-là, on peut pas se tromper. Si on en a deux, probablement c'est bon aussi. Si on en a qu'un, le mec il est peut-être bon, mais enfin il y a aussi des chances qu'il ne le soit pas. Donc on risque de mettre du temps à l'investissement. Il y a plein de gens qui en ont deux ou trois, donc autant prendre ceux qui ont deux ou trois. Et juste avoir fait le cursus, ça c'est un, et ça suffit absolument pas. Donc combien il y a de hauts gradés d'aïkido qui ont suivi tel maître, donc ils ont fait le cursus, ok, mais les résultats chez eux, c'est pas ça, et donc la conséquence c'est qu'ils sont pas reconnus par leur père, et il n'y a pas de gens d'autres disciplines qui viennent les voir. Donc voilà. Puis l'idée de fonder un média écrit, papier,
en 2020 et autour de. C'est venu comment? Parce que les médias écrits meurent ces temps-ci. Puis vous avez décidé de faire un média écrit de luxe, parce qu'on en a parlé avec Xavier. Comment c'est arrivé? Puis comment vous réussissez à porter ça, à garder ça vivant? Parce que c'est un exploit en soi. Bah, quelque part, c'est comme la pratique martiale traditionnelle. Franchement, se mettre une petite jupe de samouraï et puis jouer avec des bâtons en bois. Enfin, quelque part, on se dit, les gars, à quoi ça vous sert? Non mais, en fait, c'est un peu la même chose. C'est improbable, mais pour ceux qui ont l'outil en main, qui se penchent dessus, ils y trouvent une véritable valeur. Donc, dans l'aïkido, comme dans le magazine Yashima, aujourd'hui qui est devenu une vraie référence. Alors, il y a des études qui montrent qu'on ne perçoit pas les informations de la même façon quand on les lit sur un écran et quand on les a sur du papier. Ah ouais. Ouais. Donc, il y a ça aussi. Après, il y a le fait qu'on revient aussi. Quand on a le magazine sur sa table, on va revenir dessus, alors qu'on a regardé une page, machin, on a fermé l'onglet, on est passé à autre chose, on a 300 onglets, on revient pas dessus. Ou quelques années plus tard, on peut revenir dessus. Il y a aussi, on voit une belle image comme ça, ok, c'est rapide. Maintenant, encore une fois, Ouais, la qualité photo est folle. Ouais. Voilà, tu es là, t'es avec ton magazine et il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Tu vas chercher quelque chose dans la photo. Pas quand tu scrolles et puis tu vois une belle photo. Voilà, à la limite tu la prends, tu la mets en fond d'écran et voilà. Mais c'est aussi une question de respect. J'ai organisé la nuit des arts martiaux traditionnels et donc au départ on le faisait dans des gymnases. Donc ça coûtait vraiment beaucoup moins cher. Et puis à un moment, je me suis dit non, j'ai envie de donner un autre cadre. C'est quelque chose qui a de la valeur pour moi, et j'ai envie que ça soit une expérience complète. C'est-à-dire que c'est comme un cadeau où je vais faire un très bon gâteau, et puis je vais l'emmener dans un sac poubelle. Non mais ça, tu vois, il y a toute l'expérience. Et au Japon, le fond et la forme sont très importants. Il y a pas d'équilibre. Par exemple, en France, on dit il y a que l'intention qui compte. Au Japon, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que le kata est très très important. C'est-à-dire que la salutation extérieure est aussi importante que l'intention qu'il y a dans le cœur. Alors, il n'y a rien de plus terrible que d'avoir la forme extérieure et de ne pas avoir d'intention. C'est-à-dire de faire un salut en n'y pensant pas. C'est un gros manque de respect. Mais dire salut mon pote et mettre la main comme ça sur l'épaule d'un mec de 70 ans, bon, on peut arriver avec les meilleures intentions. Enfin, sincèrement, il y a quelque chose qui cloche. Ouais. Et donc, voilà. Moi, j'avais le blog, etc., où je mettais du contenu, mais j'avais envie que le contenu de valeur soit sur un support aussi de valeur. Et même s'il est un petit peu, encore une fois, anachronique, c'est pas pour autant qu'il est obsolète. C'est de la même façon qu'on va dans des théâtres, la nuit des arts martiaux traditionnels, maintenant je le fais toujours dans des théâtres qui ont un siècle ou plus. Alors qu'on pourrait dans des gymnases avec des installations, etc., beaucoup plus simples, les vestiaires, machin, etc. Mais c'est autre chose. Et les gens, il y a et les arts martiaux traditionnels, encore une fois, on pourrait tout aussi bien faire juste une petite self-défense moderne en jogging avec nos gants, etc. Il y a un cadre qui nous amène à prendre du recul par rapport à la pratique, à rentrer dans un autre monde aussi. Voilà. Et au final, le magazine va bien. On a les deux fédérations d'aïkido qui ont décidé de nous soutenir, donc j'en suis vraiment content. Surtout qu'on a été très clair sur le fait que nous, on donnait aucune contrepartie de mise en avant de qui que ce soit, parce que c'est l'indépendance qui fait la qualité du truc. Ils ont accepté de jouer le jeu. Donc, non, les gens se rendent compte un petit peu qu'on est dans une période difficile et qu'il va falloir revenir sur qualité et entraide. Donc, voilà, même les deux fédérations d'aïkido qui ont été souvent antagonistes en France, parce qu'on a deux grandes fédérations et puis plein de groupes indépendants, sont en train d'aller vers quelque chose de plus positif, je pense, pour leurs membres, pour la discipline en général, etc. Donc, c'est cool, le travail est reconnu, ouais, c'est super. Ben, je comprends 100% ce que vous voulez dire en fait, juste la description de l'objet. Juste une comparaison avec toute la dématérialisation de la musique, c'est un peu la même chose, tu sais, tenir l'objet. Moi, je me suis remis à m'acheter des albums en vinyle juste par amour de l'objet.
Puis parce que ma collection de CD, il n'y a plus de lecteur de toute façon nulle part. Donc au jour le jour, j'écoute comme tout le monde sur les plateformes. Mais quand j'aime un album d'amour, je l'achète en vinyle parce que l'objet est beau et artistiquement et parce que ça va aussi chercher une ça va puis ça va chercher aussi une chaleur analogue que le numérique avait plus. Donc il y a un peu une comparaison à faire avec ça parce que il y a quelque chose qui se passe effectivement. Moi, quand j'achète un livre, alors ça dépend des trucs, mais j'achète souvent la version électronique et papier. Voilà, c'est un autre rapport. Et on a sorti une version digitale du magazine. Oui. En fait, elle marche pas très bien, franchement. Ah ouais, les gens veulent l'objet. Voilà, alors qu'elle est évidemment beaucoup moins chère en digital. Mais les gens qui ont goûté à ça au papier, veulent rester dessus. Au final, même les livres, hein, on parlait du fait que ça allait disparaître, et finalement, en ce moment, les librairies vivent très très bien en France. Ça revient en force, donc voilà, je reste confiant. On sait que de toute façon, tous les gens qui sont investis dans le magazine, hein, le font tous par passion. Et on est tous bénévoles. Sauf on engage donc des photographes et puis un graphiste. Mais sinon, les gens qui s'occupent de l'édition, de la distribution des articles sont tous bénévoles. Donc on avait aucune autre ambition, mais pour l'instant c'est solide. Voilà, c'est bien. Ouais, vraiment. Comme vous avez dit tantôt, à Mané, il faut pas juste faire le cursus, à Mané, il faut aussi redonner. Tu sais, je pense dans l'aspect des arts martiaux, puis ben justement d'avoir un magazine, donner son opinion, parler de sujets, tout ça, ben c'est redonner aux autres. Tu sais. C'est ça, exact. Ouais. Mais en fait, c'est ce que vous faites. Parce que les podcasts comme ça, qui prennent le temps de donner la parole, etc., c'est autre chose que les petites vidéos YouTube de 3 minutes, etc. Moi, maintenant, j'écoute énormément de podcasts. Franchement, je regarde très peu de vidéos YouTube qui sont, franchement, les vidéos qui sont de plus en plus courtes. Enfin, je veux dire, la vidéo, elle a à peine commencé, elle est déjà terminée. Justement, Jeff Cavalier, là, il est passé à des vidéos qui durent moins d'une minute. Mais c'est parce que c'est ça qui pogne l'attention des gens, tu sais. Ouais, ça va capter. Tu veux avoir 1 million de views, ils font une vidéo en bas d'1 minute, parce que sinon le monde, ils s'en vont, tu sais. Mais non, exact. Nous aussi, on fait le même. Nous, on a un peu le même pari que le magazine. On est comme, on veut les gens passionnés, puis ça va grandir un peu moins vite. Tu sais, comme on disait tantôt aussi, au lieu on va dans le positif, fait que c'est moins populaire, mais à la longue, ça va amener une meilleure énergie que quand t'as 500 000 personnes qui font comme, c'est mauvais, c'est comme, ok, je veux pas cette publicité-là, je veux des gens qui aiment ça ici sur ma page, là, tu sais, ou qui prennent mon magazine, là, tu sais. Ou même dans le genre que vous décriviez de contenu des fois plus court. On a notre ami Julien qui a une chaîne qui fait des vidéos parfois de 10 minutes, de 5 minutes, des courts tutoriels, mais c'est des trucs constructifs. Puis j'aimerais que des gars comme lui aient plus de visibilité que des gens comme celui dont on parlait tantôt, qui s'acharnent à détruire à chaque vidéo un nouveau style d'art martial en disant pourquoi ce style ne fonctionne pas, tu sais. Fait que c'est très dans l'air dans l'air du temps, en fait. Tout ce qui est négatif. C'est les algorithmes, Ouais, les algorithmes. En fait, les algorithmes des réseaux sociaux mettent en avant tous ces trucs qui sont dans le conflit et qui suscitent plus d'engagement du spectateur et qui l'accroche. Ouais. À la limite, je pense que le travail de réflexion que vous amenez avec le magazine ou qu'on amène avec le podcast ou que les gars amènent avec leur création de vidéos, ça participe d'une évolution peut-être des arts martiaux qu'on doit avoir parce que on enseigne l'autodéfense entre autres à nos élèves, puis l'autodéfense intellectuelle, je trouve qu'on la néglige. Puis c'est super important de fabriquer aussi un cerveau qui est capable de réfléchir à l'encontre de la pensée populaire, de pas juste on doit pas fabriquer des moutons dans les dojos. On doit fabriquer des gens qui sont capables de réfléchir en situation de danger, donc ça va amener un besoin de leadership. Et si tu fabriques des moutons qui pensent comme toi, ben tu fabriques pas des leaders. Là. Oui, souvent dans les arts martiaux, les choses ne sont pas parce que l'expert peut être bon ou le professeur, mais les choses sont pas expliquées. Quelle est la stratégie, quelle est la modification de l'utilisation du corps, quel est le contexte de la technique, quel est le contexte de l'art que tu es en train de faire, etc. Tout ça n'est pas expliqué, donc c'est assez flou. On vient apprendre à se battre. Oui, ok. Enfin, bon, ça recouvre des choses tellement différentes. Et effectivement, il y a aussi un petit peu de pensée magique, c'est-à-dire que les gens qui viennent dans les arts martiaux traditionnels
le qui, etc. Mais bon, ok, mon ami, le qui, c'est un mot valise qui recouvre plein de trucs qui sont très précis et aujourd'hui qu'il faut nommer. Donc la science a avancé et quelque part dans les arts martiaux traditionnels, il y a quelques personnes qui sont restées un petit peu en retard par rapport à ça. Et on peut pas demander à un gars qui est né, on peut pas être aussi exigeant avec un gars qui est né dans les années 30. Je veux dire comme Matt Yamada, enfin il est né dans les années 30 quoi. Il y a bientôt 100 ans quoi. Je veux dire. Ouais. Et dans une autre culture, mais nous on doit avoir une démarche qui est beaucoup plus constructive, beaucoup plus claire, mettre la cohérence en avant. Et j'ai pu voir justement aussi avec l'épidémie de Covid. Donc j'ai plein d'abonnés sur Instagram, Facebook, etc. Et j'étais vraiment très étonné de voir des experts qui avaient des réactions épidermiques et qui n'avaient pas non plus de réflexion cohérente ou argumentée dans un sens ou dans l'autre, qui réagissaient comme ça. Et je trouvais ça inquiétant parce que bien qu'ils aient développé une certaine habileté technique, ok, très bien, mais il n'y a pas de recul donc par rapport à leur pratique et comme il y a pas de recul par rapport à leur activité principale, ben dans les autres domaines de leur vie non plus, il y a pas cette démarche réflexive quoi. Ça c'est vraiment important. Parce que les gens qui viennent franchement. Même s'ils viennent que 2 fois par semaine, mine de rien, 3 heures, ok, mais s'ils font ça pendant 40 semaines dans l'année, ils ont fait 100 et quelques heures, ça va les influencer, c'est évident. Et donc si c'est pas cohérent, si c'est pas logique, parce que qu'est-ce que les gens viennent faire? Sincèrement, les gens qui viennent chez moi, il y en a très peu qui viennent parce qu'ils ont peur de se faire agresser. On est au cœur de Paris, je veux dire, il y a d'autres coins en France qui sont un petit peu plus chauds, mais mon public, c'est pas ce public-là. Mais il vient, comment dire, c'est une façon d'approfondir notre compréhension de l'univers. C'est comme un gamin qui est en train de jouer. Je veux dire, un gamin qui fait tomber un truc, ou même un bébé qui est là sur sa chaise et qui jette un truc, en fait, il est en train de comprendre quels sont les mécanismes, comment ça se passe. Et donc, c'est comment interagir avec d'autres personnes, mais avec le monde, etc. Et ça, donc c'est important d'avoir de bonnes stratégies, mais d'être capable de les expliciter pour que ces stratégies-là puissent être réinvesties après dans notre recherche d'informations quand il y a un problème, quand il y a une épidémie ou que sais-je, enfin, de garder la tête froide, de pouvoir approfondir. Comment on approfondit en fait son art martial? Est-ce que c'est juste qu'on va suivre notre prof parce qu'on l'aime bien? Non, je veux dire c'est pas ce qu'on peut attendre d'un expert. On peut attendre ça d'un pratiquant, très très bien, je veux dire, mais un expert il doit avoir une démarche qui est plus construite et cette démarche-là doit pouvoir l'aider ailleurs. Mais si je vois qu'elle est absente ailleurs, ça m'amène à me poser des questions sur la façon dont il a développé son habileté. Est-ce que c'est pas juste un truc superficiel parce qu'il a passé beaucoup de temps auprès d'un maître qu'il aimait bien ou à répéter un truc, mais que en fait il n'y a pas beaucoup de conscientisation et donc sa capacité à transmettre et à adapter à des personnes différentes et puis à adapter à l'époque qui change, eh ben elle sera sûrement limitée quoi. Ouais. Tu peux pas donner ce que tu n'as pas reçu, tu sais, ça aussi. Ouais. Dans la vie en général. Ouais, c'est ça, tu sais. C'est difficile de faire mieux que ton professeur, tu sais. Des fois, le monde, ils ont des bonnes intentions, mais tu sais, si lui a été enseigné comme ça, c'est difficile après ça d'adapter, là. Tu sais, quand ton prof te dit, fais ça, pourquoi? Parce que, ouais, ok. Ben, si quand tu vas enseigner, tu vas faire comme ça après, tu sais. Ouais. Si tu te contentes de répliquer ce qu'on t'a transmis, si justement tu fais comme on disait tantôt, puis tu prends ce qu'on t'a donné, et après ça, tu te nourris de plus, et c'est là que tu vas devenir un enseignant pertinent qui va rester pertinent pour tes élèves parce que tu évolues comme personne et comme pratiquant. Genre. Ben, parce qu'après, on peut avoir je veux dire, quelqu'un, allez, en Aikido, quelqu'un peut, on peut montrer bien une technique de la façon la plus neutre possible quand on prend quelqu'un qui a à peu près le même physique que nous, qui n'est pas plus grand, pas plus petit, etc. Donc on n'a pas à faire d'adaptation, ok, c'est très bien. Mais donc si moi je fais ça avec mon prof, mais que j'ai pas de réflexion, après quand je vais me retrouver avec un plus grand ou un plus petit, je vais lui dire bah fais juste comme moi. Or lui en fait, il faudrait que j'ai compris quel système était quelle action était utilisée pour pouvoir dire c'est cette action-là qui est utilisée, mais comme toi tu es plus grand, il faut que tu modifies ça. C'est cette action-là qui est utilisée, mais comme toi tu es plus petit, il faut que tu fasses ça. Ou toi t'as qu'un bras, donc il faut que tu fasses comme ça. Et ça demande du travail. Ben, c'est un bon mot de la fin, Monsieur Tamaki. Merci beaucoup. Merci, franchement. Puis
post-COVID, si vous venez faire un séminaire au Canada ou au Québec. Sûrement. Il y a une antenne du Kishinkai à Montréal. J'irai sûrement à l'automne. Donc franchement, ça sera un plaisir de vous croiser sur les tatamis et en dehors. Parfait. Oui, merci beaucoup. Merci à vous.